Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Arnaud Aron Upinski. Vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences et expert en système logique. Vous avez étendu la grille de lecture de vos recherches pour démonter les mécanismes secrets du langage du pouvoir, décrypter son double jeu et réarmer l'intelligence en lui permettant de se réapproprier ces instruments de pilotage pour le contrer. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, La perversion mathématique, L'œil du pouvoir, aux éditions du Bief en 2019, 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique, et enfin La tête coupée, Le secret du pouvoir, un livre publié, je crois, première édition, fin des années 80, qui est ici et dont on va parler dans cette interview. Arnaud Upinski, bienvenue à France Liberté. Merci, bonjour, merci de Alors, m'inviter. avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie est très important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. Alors, Monsieur Upinski, c'est avec plaisir que je vous ai en interview donc sur France Liberté. J'ai passé beaucoup de temps à lire votre livre et en détail, vous voyez tous les post-it. Donc, ces derniers jours, j'ai été très, très impressionné par cet ouvrage. Je pense que c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai pu lire ces 25 dernières années sur la catégorie du pouvoir. Vous avez vraiment établi un fil directeur sur la clé du langage. Et vous avez pu faire aussi un travail de démonstration, parce que vous avez une formation de mathématicien aussi, qui permet d'installer une vraie logique dans ce que vous dites. Donc, juste pour les auditeurs, puisque c'est un interview qui va durer un petit moment, c'est un interview qui est important, il faut bien se poser, pouvoir le réécouter par la suite. On va parler de différents thèmes. La symbolique du cannibalisme, la science du mensonge, la sophistique et ce dès l'Antiquité, le culte de l'abstraction, de l'équivoque, de l'ambiguïté et le grand remplacement linguistique, le réalisme versus le nominalisme, l'inversion du langage, l'inversion des valeurs, couper la tête, couper la parole, on va expliquer de quoi il s'agit, les écoles et le système éducatif au service du pouvoir et de la loi, le rôle clé du Tartuffe, le vernis du langage philanthropique, le mensonge d'Ulysse, le cheval de Troie, toutes des stratégies qui sont utilisées par le pouvoir, le rôle de la désinformation, la loi du plus fort et l'attaque du modèle féodal, le hold-up du pouvoir en 1789 par 2% de la population, les bourgeois du club des Jacobins, et enfin le langage judiciaire, le langage fort, la bourgeoisie urbaine, le jacobinisme et la philosophie maçonnique. Le peuple sont des figurants de la Révolution. On aura l'occasion aussi de parler de ça. Alors, le cannibalisme et la tête coupée est à la base du pouvoir et il remet en cause le mythe du bon sauvage. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce fait historique avant que nous allions plus en détail sur le lien avec le langage, Monsieur Upinski? Alors, bon, vous avez attaqué au bon endroit. Parce que, disons, le fil conducteur de ce livre, qui est considéré comme mon livre majeur, le fil conducteur, c'est le pouvoir. Bon, c'est l'angle du pouvoir. Bon. Et dans le point clé, qui n'est jamais traité dans les manuels de politique, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est la base, évidemment, c'est l'élément du pouvoir, mais il n'est jamais défini. Or, à partir de la fin du XVIIe siècle, comme vous l'avez lu, la question de l'homme revient au centre du débat. Et l'idée de l'époque, dans le contexte religieux, c'est que l'homme, évidemment, il y avait le péché originel. Donc l'homme n'est pas bon en soi-même, et la découverte, les grandes découvertes amènent à être en présence d'autres hommes. Et c'est la découverte du cannibalisme. Et le paradoxe, c'est que la théorie du bon sauvage naît alors que la réalité qui apparaît, c'est celle du cannibalisme que j'ai connue dans le Pacifique. Bon. Et donc,
le cannibalisme, dès l'instant que vous remplacez l'idée que l'homme est né bon, en quelque sorte, l'homme est bon, c'est le thème du bon sauvage, et c'est la société qui pervertit, c'est ce que dit Rousseau. Si vous considérez que c'est le naturel cannibale qui est la base du pouvoir, j'allais dire que vous comprenez très bien la situation de l'épidémie actuelle, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas bon par essence. Et l'équation de base qui a été posée, mais sans la formuler, c'est que si vous considérez que l'homme, le peuple est bon, l'homme est bon, que le peuple est souverain, vous arrivez à l'équation que le pouvoir est bon. C'est-à-dire que la révolution, nous en parlerons, c'était le passage, en principe, de l'ordre mauvais, puisque le pouvoir était considéré comme mauvais, et maintenant au bon pouvoir. Et donc, le grand problème que nous avons actuellement, c'est que c'est tout le débat qui n'aboutit pas, et c'est cette erreur, si je peux dire, ou cette malice sur le fait que c'est le naturel cannibale qui permet de comprendre ce qu'est le pouvoir, c'est-à-dire quelque chose d'absolument impitoyable en soi. Voilà. Alors, vous citez le stratège chinois Sun Tzu, il y a 20 siècles, dissimuler l'ordre sous une apparence de désordre n'est qu'une question de méthode. Déguiser sa force en faiblesse suppose une connaissance tactique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette citation de Alors, ce je vais stratège? revenir légèrement en arrière. C'est que la base de ce livre, La tête coupée, est née d'ailleurs à Venise, dans le ghetto de Venise. On m'avait demandé d'écrire un livre. Et le point de départ, c'est dans le chapitre 3, La loi du plus fort, c'est ce qui est formulé, la mutilation de chacun pour donner à l'organisation sociale sa forme parfaite, c'est le principe universel inscrit au cœur de la nature. Créé à l'origine comme une totalité, chacun d'entre nous doit être progressivement amoindri dès la naissance pour entrer dans le dessein des moules préétablis de la tribu, seule unité inconnue. Comment les sociétés modernes pourraient-elles échapper à cette totalité? C'est-à-dire que le grand malentendu actuellement, c'est qu'on nous fait croire qu'il y a un progrès continu, que c'est la libération de l'homme et que ça va aller de mieux en mieux. Or, en fait, l'homme est de plus en plus réduit à une entité mathématique. C'est ce que nous voyons actuellement à l'occasion de cette crise, disons pandémique, si on l'appelle crise, c'est que de plus en plus, le pouvoir nous réduit à rien, à fraction, nous enferme, nous dicte nos lois, nous veut numériser, et donc ça c'est la base, c'est que la société actuelle, plus que jamais, réduit l'homme à n'être qu'un chiffre, un nombre. Alors la phrase que vous citez de Tzu, c'est qu'il y a la ruse du pouvoir. On nous apprend à l'école que la révolution, c'est une libération, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le berger, il y a plusieurs siècles, était bien plus libre, évidemment, que le cadre supérieur actuellement. Et donc, la ruse du pouvoir, c'est comme le diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on dit que le peuple est souverain, c'est lui qui décide de tout, donc il n'a pas à se plaindre. C'est nous qui avons décidé que notre bon maître nous fasse payer nos impôts, nous enferme, nous fasse payer les 35 euros. Et Sun Tzu, donc, qui date donc de plus de 2000 ans, avait bien alerté sur le fait que le jeu du pouvoir, c'est la ruse. Et donc, si nous regardons Macron, le pouvoir en place, comme des personnes rusées qui, évidemment, nous trompent à jet continu, nous n'avons pas du tout le même mental que si nous pensons que c'est un bon prêtre, qu'il a été élu président de la République alors qu'il n'a pas été élu, qu'il veut notre bien alors qu'il veut le bien des lobbies. Donc, il faut changer complètement de paradigme. Et c'est la fameuse phrase de Saint-Just, finalement, le peuple n'a pas de pire ennemi que son gouvernement. C'est le cas actuellement. Et à ce moment-là, c'est le point de départ. C'est le pouvoir cannibale, le pouvoir qui nous détruit. Alors effectivement, du temps des cannibales que j'ai bien connus, si je peux dire, eh bien, on mange la chair de l'ennemi. Bon, évidemment, et ce qui est sa valeur guerrier, on s'enrichit. Tandis que là, le cannibalisme, il est mental, il passe par le langage, il vous détruit le cerveau, il prend votre place, il vous empêche d'être libre, il vous fait croire qu'il y a une crise qui n'est pas la vraie. On vous fait croire qu'on est en guerre alors qu'on n'est pas en guerre. On vous fait croire que le vaccin va vous régler le problème, et puis vous voyez que là, donc, la phrase clé actuellement, c'est « je ne comprends pas ». Et ça, c'est la phrase cannibale terrible, c'est-à-dire que le pouvoir rentre dans votre cerveau, il vous détruit les catégories mentales, et vous n'êtes plus qu'un clone. Et c'est ce que nous voyons avec ces personnes qui se traînent le long des rues, apeurées, même dans les voitures, en dehors des masques. Donc il faut bien comprendre que le pouvoir nous détruit le cerveau, et d'une manière totalement rusée. Alors, la fameuse phrase que vous avez citée, le pouvoir vous fait croire qu'il n'est pas organisé, il est supérieurement organisé. Bon, il vous fait croire qu'il est faible, et il est fort. Il vous fait croire qu'il doute, alors qu'il ne doute pas du tout.
Et à ce moment-là, il a détruit votre outil de liberté. Et l'outil de liberté, c'est ce qu'on appelle dans l'ordinateur l'unité arithmétique et logique. Et comme professeur de mathématiques, j'ai vu comment ils ont détruit la logique, détruit la géométrie, détruit le raisonnement. Et maintenant, ce qui est tout à fait sidérant, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence collective n'existe pas. L'intelligence collective n'arrive même pas à voir qu'il y a une intention criminelle derrière cette crise et que tout le reste s'en déduit. C'est-à-dire que tout le monde cherche un problème derrière les masques, derrière les thèses autres. Non, il faut remonter, comme dans un roman policier, hélas, criminel, à l'origine, il y a l'intention criminelle. Et une fois qu'on a compris qu'il y a l'intention criminelle qui était n'allez pas voir votre médecin, restez chez vous, et si c'est grave, faites le 15, c'est-à-dire allez à la morgue, c'est le point de départ. Comme dans tout roman policier, le bon, que ce soit Hercule Poirot, que ce soit Colombo ou un autre, le problème essentiel dans cette crise, c'est de voir que c'est une scène de crime. Lorsque vous avez des morts, il y a 3 possibilités dans un roman policier, ou c'est une mort naturelle, ou c'est un suicide, ou c'est un crime. Là, il faut voir cette épidémie comme une scène de crime. Et à partir de ce moment-là, vous cherchez qui est criminel, quel est le motif, quel est le mobile, quelle est l'arme du crime. Et à ce moment-là, le cerveau se remet en marche. Mais le rôle du pouvoir actuellement, vous avez cité la phrase de Saussure, c'est d'empêcher de comprendre à quel jeu on joue. Or, le grand mathématicien français Henri Poincaré a dit cette chose qu'il faut toujours garder en tête. Dans une partie d'échecs, et là, tout est partie d'échecs d'une certaine manière, l'essentiel, ce n'est pas de comprendre si le joueur joue selon les règles du jeu. Le problème, ce n'est pas de savoir si le président Macron a joué en tant que président. Non, le problème, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce que le président Macron est allé au théâtre en nous disant c'est pas grave? Pourquoi après il a dit finalement sauver des vies quoi qu'il en coûte? Pourquoi il a posé un autre axiome qui était nous sommes en guerre? Et à partir de ce moment-là, le cerveau part des principes et peut déduire. Et le grand crime actuellement, c'est d'avoir détruit l'intelligence des Français qui sont même plus capables de comprendre à quel jeu joue le pouvoir. Voilà. Alors, vous avez effectivement parlé d'analphabétisme politique. D'emblée, vous secouez les esprits. Clairement, j'étais très frappé par les formules que vous utilisez dans votre livre et déclaré avec grande force, je cite, « C'est en castrant le langage que le pouvoir moderne parvient à rendre le cerveau impuissant. » Comment cette castration sémantique et linguistique s'opère? Alors, je vous rappelle que la phrase complète que vous avez citée, c'est en coupant la parole qu'il fait tomber les têtes et prend le pouvoir, et c'est en castrant le savoir qui rend l'esprit impuissant, c'est en se faisant double langage qu'il se maintient au pouvoir. Donc, ce que vous voulez savoir, reprenez votre question parce que j'ai Alors, à la fin de votre... oui, je disais, donc, vous citez, c'est en castrant le langage que le pouvoir moderne parvient à rendre le cerveau impuissant. Comment Alors, on peut expliquer ça? Parce que vous avez c'est expliqué, très simple. il y a beaucoup de Alors, Français qui sont dans le déni, qui ne réalisent pas la guerre qui est en cours, cette guerre de pouvoir. ils ne, ils ne peuvent pas parce qu'on leur a coupé la tête. Et vous avez lu, et ça m'intéressera que vous me disiez ce qui vous a frappé le plus dans ce livre, vous avez commencé à le dire, mais c'est la phrase de Marcel Julien, qui au départ, dans la préface, dit « Ce livre n'a cessé de me fasciner, excusez-moi de le dire, mais donc nous prenons délibérément, j'oublie la magie et le magicien, c'est la préface de Marcel Julien, les chiffres et la géométrie, je me tiens les pieds sur terre en compagnie des hommes et des femmes auxquels l'auteur de ce livre promet d'avoir finalement la tête coupée. Du moins, ceux qui l'ont encore sur le coup, les autres vont et viennent, décapités, sans paraître en être le moindrement incommodés. À en croire à nouveau l'auteur, la liberté serait d'avoir compris cela, quoi qu'on va sans tête. C'est-à-dire que Marcel Julien, en lisant ce livre, a bien vu, et ce livre est sorti en 1991, que déjà à l'époque, si vous voulez, il y avait ce phénomène de destruction du savoir, de destruction de l'intelligence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez détruit le cerveau d'une personne, elle n'est même pas capable, évidemment, de se rendre compte qu'elle est esclave. Nos contemporains se croient libres alors qu'ils sont dans un esclave comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'est l'esclavage total. Tout est décidé de la naissance à la mort et de plus en plus. Et actuellement, cette maladie, si je peux dire, du coronavirus, c'est l'occasion de franchir encore une nouvelle étape pour que nous ayons dans la poche ou ailleurs toujours ce téléphone ou autre chose, de s'y signaler dès qu'on arrive quelque part. Et donc, la destruction du savoir est essentielle. C'est-à-dire que les outils du cerveau sont d'un côté l'arithmétique, si je peux dire, le calcul, et de l'autre côté la logique. Et comme professeur de mathématiques,
disons que mon engagement a commencé lorsque j'ai vu dans les années 70, excusez du peu, que le pouvoir, par l'intermédiaire de l'éducation nationale, faisait l'inverse de sa mission, c'est-à-dire qu'il détruisait le cerveau, l'intelligence, au lieu de remplir. Et ça commençait par les mathématiques, qui est la clé certaine, qui montre que c'est par, on peut dire, c'est par la destruction des mathématiques, c'est-à-dire du raisonnement, que le pouvoir a commencé sa marche vers la crise actuelle. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez juste Alors, destruction réagir? des maths, Oui. je reprends. Destruction des maths, destruction de la grammaire, suppression des classiques, suppression de la logique, suppression de la rhétorique. Donc, tous les outils de l'intelligence ont été vidés par l'éducation nationale et systématiquement, réforme après réforme. Alors, vous pouvez juste réajuster votre téléphone pour qu'on puisse vous voir un petit peu plus en haut. Voilà, on va faire juste un petit ajustement technique. Voilà, c'est parfait. Alors, oui, Voilà. effectivement, c'est un point qui est fondamental que vous mentionnez ici, c'est-à-dire que la sélection par les mathématiques et le retranchement éducatif des 5/6e des disciplines de base, donc vous l'avez mentionné, la grammaire, la rhétorique, l'éloquence et la dialectique, l'astronomie, la géométrie et l'arithmétique. Donc, on parle aussi de trivium et de quadrivium. Trivium comme les bases fondamentales, grammaire, rhétorique, dialectique, qui sont en train de disparaître. Mais je veux dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les Français ont été exposés à ces modifications de programme, c'est-à-dire qu'on a vidé les Français de la substance de leur langue, mais c'est depuis au moins 2 siècles, n'est-ce pas? Oh, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que, alors, ce qu'on peut dire, alors, si on veut antérioriser, on peut remonter à l'an 1000. C'est-à-dire que là, c'est dans la partie de la tête coupée dans laquelle j'aborde la question de la querelle du verbe et du chiffre. Je pense que c'est la référence à laquelle vous faites. C'est-à-dire qu'on a une rationalisation, en quelque sorte, de la pensée depuis l'an 1000, en quelque sorte. Et on voit que cette rationalisation passe par des lieux. C'est-à-dire que j'ai défini des lieux dans la perversion mathématique, et on voit, je vais prendre quelques exemples très simples, qui donnent l'inversion du langage. Au Haut Moyen-Âge, on peut dire que c'est Dieu qui se faisait homme. Et maintenant, c'est l'homme qui se fait Dieu. Bon. Et vous avez la rationalisation de la pensée passe du religieux au droit, à la politique, à la finance, à l'État et à l'armée, à l'économie, puis encore la rationalisation de la langue, le droit, et maintenant ce sont les médias qui ont remplacé la religion. C'est-à-dire que le lien religion veut dire relié, ce sont les médias. Donc les médias ont remplacé la religion. Bon. Mais par rapport à ce que vous dites, on peut dire que l'enseignement, pour faire court, est simple. L'enseignement jusqu'à la Révolution, si vous voulez, est une formation totale qui est dangereuse pour le pouvoir. Je vous rappelle que les révolutionnaires qui étaient tous formés à l'école, disons des jésuites, d'une manière ou d'une autre, ou à la succession des jésuites qui ont réintroduit notamment les mathématiques, eh bien, avaient une formation extraordinaire. Et tel révolutionnaire disait « j'ai une formation de duc, mais je ne suis pas duc ». Mais tout le monde ne peut pas être duc, tout le monde ne peut pas être roi. Et donc, c'est à partir de mai 68 que l'enseignement, il y a eu une accélération pour détruire l'intelligence, parce qu'effectivement, en 68, il y avait encore une bonne formation. Personnellement, j'ai eu un professeur qui m'a dit « Vous êtes les derniers à avoir une bonne formation ». Donc, pour faire très, très court, il y a eu la République, si on peut dire à partir de la Troisième République, a eu besoin d'avoir un enseignement qui pouvait concurrencer l'enseignement religieux. Mais quand l'enseignement religieux s'est écroulé, à ce moment-là, l'éducation nationale a pu abaisser son niveau, puisque le but, c'est l'esclavage. Le pouvoir n'a pas de limite. C'est-à-dire que si vous n'arrêtez pas le pouvoir, il va jusqu'au bout. C'est comme le sadique, il faut l'arrêter. Et actuellement, l'effondrement intellectuel, on peut dire, ça date d'à peu près des années 70, avec la mort de Paulan. Et d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy l'a dit, d'ailleurs très clairement, je l'ai cité dans mon livre sur la censure, nous avons interdit le débat. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat possible parce que le seul outil qui permet de débattre, c'est l'enseignement classique et qui est actuellement, évidemment, détruit. L'enseignement classique, je le rappelle, c'est la capacité d'utiliser les disciplines que vous avez citées, la grammaire, la rhétorique, et en particulier, prenons une pièce de théâtre. La formation sur une pièce de théâtre permet de comprendre un jeu d'acteurs.
Voilà. Donc, disons, pour faire court, effectivement, il y a eu une modification, une rationalisation de la pensée qui a donné notamment ce qui est appelé les Lumières au XIIIe siècle, mais ce qui est l'inverse des Lumières, ce sont les idées anglaises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les anglo-saxons, dans lesquels la finance est la partie supérieure, n'a pour but que le pouvoir. C'est le fameux libéralisme, c'est la liberté pour ceux qui dominent et l'esclavage pour les autres. Mais le point vraiment important, c'est après 68. C'est-à-dire qu'effectivement, en 68, c'était le dernier moment d'intelligence, peut-on dire, qui est dangereux pour le pouvoir, puisque le pire ennemi du pouvoir, c'est l'intelligence, et c'est pour ça qu'il détruit l'enseignement et l'intelligence. Parce que l'intelligence ne peut se développer qu'à partir de certains outils. Et ces outils ont été refusés. Donc l'intelligence, celui qui est victime, le disque dur de l'intelligence étant écrasé, la victime ne sait même plus qu'elle est transformée en esclave. Alors justement, ce qui est très inquiétant, c'est qu'en fait, il y a une volonté du pouvoir de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de bacheliers lettres, hein, et pousser les gens, pousser les étudiants dans les filières économiques et scientifiques, pour pousser le travail du cerveau gauche et faire abstraction du cerveau droit. Vous pouvez détailler un peu plus sur ces mesures qui ont été prises, qui n'est pas autre qu'une manipulation des esprits, c'est-à-dire qu'on fait un dosage chimique, entre guillemets, pour qu'il y ait un petit peu de gens qui soient intelligents, mais pas qu'il y en ait trop, et puis on pousse les étudiants volontairement dans des filières scientifiques, donc par rapport aux signes, par rapport au nombre, l'esprit de géométrie, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez juste confirmer ce virage qui a eu lieu dans l'éducation nationale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens trop intelligents parce qu'ils sont une menace pour le pouvoir? Donc, comme je vous l'ai dit, l'ennemi du pouvoir, c'est l'intelligence. Bon. Et l'éducation nationale a été organisée depuis Jules Ferry pour réduire l'intelligence. Bon. Et pour aller juste sur le point que vous avez abordé, vous avez bien entendu l'intelligence scientifique et l'intelligence des lettres, les lettres et les chiffres. Je vous rappelle qu'avant les chiffres, il y avait les lettres. Les premiers mathématiciens écrivaient en langage tout court, parce qu'avant qu'il y ait des chiffres, il fallait bien parler. Mais la formation complète, la vraie formation, c'est les lettres et les chiffres. Le cerveau complet, vous avez cité le cerveau droit, le cerveau gauche, et puisque diviser pour régner, c'est la clé du pouvoir, vous mettez les littéraires d'un côté, les scientifiques de l'autre, et ça vous permet, bien entendu, d'être l'arbitre entre les deux. Les littéraires qui ne sont que littéraires ne peuvent pas comprendre, les scientifiques qui ne sont que scientifiques ne peuvent pas comprendre. Et d'ailleurs, on a une illustration actuellement dans l'effondrement scientifique qu'a révélé cette épidémie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de science. Vous avez un ignare qui s'appelle M. Macron, qui se réclame de la science contre soi-disant le complotisme, et c'est lui le complotiste. C'est un ignare total, Macron. Oser se revendiquer de la science alors qu'il trahit la science médicale en refusant le vaccin, s'il y avait encore une intelligence collective, il serait vomi hors de la République. Bon, employer une formule. Bon, donc, le jeu, moi, personnellement, j'ai suivi la section A'. La section A', qui a été supprimée après 1968, c'était latin, grec, maths. Il est évident qu'il n'y a pas le savoir est forcément global, mais c'est l'intelligence globale qui est dangereuse pour le pouvoir, donc il divise la société. Comme je l'ai dit pour la mutilation, vous ne pourrez connaître qu'une petite partie du savoir. Et à ce moment-là, vous êtes un esclave, vous êtes comme dans Charlie Chaplin, les temps modernes, vous êtes en train de traiter une petite partie du problème, et puis vous n'aurez jamais accès à la connaissance, donc jamais accès au pouvoir, puisque selon la formule de Watson, la célèbre knowledge is power, le savoir c'est le pouvoir. Si vous n'avez pas le savoir global, en 68, une formule c'était la globalité, qu'il n'y a plus. Bon. Et donc, à ce moment-là, alors ce qui est très important, c'est que j'ai commencé à écrire le premier livre, vous ne l'avez pas donné dans l'ordre, mon premier livre c'est 2 + 2 = 5. Lorsque j'enseignais les mathématiques et que je voyais que l'éducation nationale me demandait de crétiniser les élèves, de les abrutir, de les empêcher de raisonner, effectivement, là j'ai compris que c'était grave, docteur. Bon. Et ce qui est très important, c'est qu'à l'époque, il y a eu l'interdiction, ce qui était traité par tous les noms, il était interdit d'apprendre la règle de 3, c'est la proportion, il était interdit d'apprendre l'égalité des triangles, c'est l'identité.
Or, la base de l'intelligence, c'est d'être capable de connaître les proportions et de savoir ce qu'était une identité. Vous savez qu'actuellement, il attaque des identitaires, mais les premiers identitaires sont ceux qui savent ce que sont les qualités triangles. L'opération de l'esprit de base, c'est vous faites une chose et vous l'identifiez à un modèle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Donc, je continue sur le point. Ce que j'avais vu à l'époque, je m'étais demandé pourquoi il y avait la réforme des prétendues maths modernes, parce que les maths modernes n'ont pas existé. Il n'y a que les mathématiques tout court. Hein. Bon, donc c'était un mensonge absolu, comme actuellement nous le voyons avec cette épidémie. Le mensonge absolu, c'était de prétendre qu'il y avait des mathématiques modernes qui étaient meilleures que les autres. Donc c'était déjà l'abrutissoir total. Mais je m'étais demandé pourquoi. Et derrière les mathématiques modernes, il y avait cette idée de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut remplacer l'intelligence de l'homme par l'intelligence de la machine. Nous devons être dirigés par des robots. Donc le pouvoir se protège en mettant entre nous et le pouvoir, vous avez la prétendue intelligence artificielle qui n'est qu'une intelligence de robot. Et donc avant, ils avaient besoin de CRS, de soldats et compagnie, mais maintenant, la police est la police numérique. C'est-à-dire que pour vivre, nous sommes obligés d'appuyer constamment sur des boutons pour pouvoir rentrer dans un restaurant. Donc maintenant, si vous voulez, la garde prétorienne, c'est le numérique. Et c'est ce que veut le président Macron. Et ça, les mathématiques modernes prévoyaient de réduire de plus en plus les mathématiques, l'intelligence du cerveau, de réduire en cerveau droit, cerveau gauche, de diviser, de fractionner indéfiniment l'intelligence du peuple pour qu'il ne soit plus capable, comme nous le voyons maintenant, de résister. Et actuellement, on peut dire qu'actuellement, ce massacre des restaurants, ce massacre des indépendants, ce massacre de la population, ce massacre de l'intelligence étudiante, c'est le résultat de la prétendue réforme des mathématiques modernes qui s'est faite au nom de Abba Euclide. C'est comme si on disait Abba 2 plus 2 égale 4. Voilà. Donc, c'est un travail scientifique. Nous sommes dirigés par des gens qui savent exactement ce qu'ils font et tout a été prévu, notamment dans Le meilleur des mondes, dans 1984 d'Orwell et dans Le bonheur insoutenable. Donc, tout est clair. Tout est prévu, tout est bien fait, c'est simple et c'est avoué. Et ils ont fait en sorte que personne ne puisse plus comprendre, enfin, le minimum. C'est pour ça qu'il faut qu'une élite se lève pour sauver les Français, sauver l'intelligence, sauver le peuple, sauver la France et sauver toute situation. Voilà. Alors, vous dites que le pouvoir est la destruction de tout ce qui lui est opposé. Il est condamné à massacrer tous les talents inutiles pour lui, c'est-à-dire menaçants. Et qu'est-il plus opposé au pouvoir en soi que l'intelligence? C'est donc à la tête que le pouvoir devra frapper avant tout. Plus la mutilation tranche près de la tête et de son langage, plus elle est efficace. Donc, comment aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Français qui sont très, très naïfs et qui pensent que le gouvernement, Macron, sont des gens qui sont incompétents. Comment ça se fait qu'ils ne réalisent pas qu'on les mène en barque, que cette stratégie, au contraire, que ce sont des gens très intelligents, ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils continuent à jouer avec les contradictions en permanence pour brouiller les cartes, brouiller les repères. Comment vous expliquez, malgré tout, cet analphabétisme politique chez les Français? Bah, si vous voulez, bon, c'est ce que je dis dans la 4e page de couverture de La tête coupée. Bon, c'est que je lis le passage de 4 livres. Depuis Platon, Machiavel, Hobbes et Rousseau, nous savions que toute théorie du pouvoir est à la fois une théorie de l'homme, une théorie politique et une théorie de l'histoire. Et avec ce livre, il apparaît qu'elle devient, la théorie du pouvoir, une théorie du langage. C'est-à-dire que on peut dire que le tournant, c'est la grande révolution anglaise de 1688-89. Et donc, on peut dire que la France dominait le monde et le réalisme, parce que on ne l'avez pas encore abordé, c'est qu'il n'y a que 2 langages. Il y a le réalisme et le nominalisme. Il y a le langage des véridiques et le langage des menteurs. Et actuellement, nous sommes dominés par des menteurs. Et comme l'a très bien dit Solzhenitsyn, le mensonge ne va jamais seul, il va avec la violence, et je dirais même, il va avec la bêtise. Vous prenez quelqu'un comme Danton, eh bien, il ne savait pas, quand il a préparé le 10 août 1792, qu'on lui couperait la tête. Alors, je réponds à votre question. Comment fait-il que les personnes ne comprennent pas? Eh bien, parce que la politique, contrairement à ce que nous fait croire, c'est une science. Mais tout est science. Faire du vin, c'est une science. Et on a fait croire que tout le monde peut faire de la politique. Et tout le monde peut élire le roi. C'est une vaste fumisterie. Bon, c'est-à-dire que c'est une ruse,
c'est-à-dire que le suffrage prétendument universel, c'est vraiment une grande blague pour donner le pouvoir à des gens qui ne se nomment pas eux-mêmes, qui sont les lobbies. Alors, il y a 3 temps. Pour empêcher de comprendre le monde, d'abord, on a donné une fausse idée de l'homme. C'est le bon sauvage. C'est que la société pervertit l'homme. Bon, à partir de ce moment-là, si l'homme est bon, il peut tout se permettre, il peut tout faire, et c'est l'individu qui décide de tout. Donc déjà, nos contemporains ont été complètement, on leur a coupé le cerveau sur ce qu'est l'homme. Bon, avec cette vanité que nous voyons, chacun réinvente le monde, c'est absolument sidérant. Deuxièmement, donc après la théorie de l'homme qui a été faussée à partir du XVIIIe siècle, avec la théorie du bon sauvage, il y a eu la théorie politique. C'est-à-dire que, disons que la propagande a fait croire que c'était le grand nombre qui décidait. Bon, alors effectivement, ça a marché sur Louis XVI, qui a cru ce qu'on lui disait. Vous remarquerez qu'à la Révolution, il n'y a pas de LBD. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de massacre. Louis XVI ne s'est pas défendu parce que lui-même croyait aux théories finalement de la bonté universelle et il s'est laissé couper la tête. Je vous rappelle qu'en 1789, contrairement à ce que j'écoutais sur l'émission d'Éric Zemmour, qui répétait dans cette émission que le peuple a pris le pouvoir en 89, c'est absolument faux. Ceux qui ont pris le pouvoir à la Révolution, c'est l'ENA, ce sont les fonctionnaires, ce sont les bureaucrates qui parlaient français alors que le peuple parlait le patois. Bon. Et donc, la théorie politique de la Révolution est totalement mensongère. Et le drame que nous avons actuellement, c'est que formaté à l'école d'une fable, je vous rappelle que Napoléon disait que l'histoire est une fable convenue. La fable de la Révolution, du peuple qui se soulève, est encore dans les têtes. Et évidemment, la population actuellement est massacrée, donc il y a une souffrance extraordinaire. Et quand on souffre, on cherche le remède. Et le remède politique est cherché l'antidote dans la révolution, dans le modèle de la révolution. Et donc, tous ceux qui croient que c'est le modèle de la révolution qui va leur permettre de s'en sortir tombent dans le panneau. Et c'est pour ça que vous avez actuellement des petits bruits, des petites manifestations à droite et à gauche, alors qu'il faut, la seule manière de reprendre le pouvoir, c'est d'atteindre le centre nucléaire de l'intelligence politique qui est refusé. Actuellement, il n'y a plus la science politique, évidemment, n'est pas enseignée, puisque c'est dangereux, la science politique. Les dominants, le pouvoir actuel, n'enseignent pas la politique. C'est une grande farce. Bon. Donc, comme je vous dis, fausse théorie de l'homme, fausse théorie mensongère de la politique. La fake news, d'ailleurs, le mot fake news est un mot anglo-saxon. Donc, ça veut bien dire que toute l'idéologie de la fake news vient des anglo-saxons. Et bon, maintenant, la fausse théorie de l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que le bonheur est continu, que tout ira de mieux en mieux, et c'est l'inverse. Plus ça va, plus l'homme est détruit. C'est-à-dire que l'homme n'existe plus, de plus en plus, c'est un chiffre. Il y a les fameuses formules, disons que l'homme n'est plus qu'un matricule, et donc, la grille de lecture, c'est ce qui est dit, la véritable grille de lecture, c'est le langage. Et ce que je dis, c'est que nous devons reprendre le pouvoir par le langage, comme le pouvoir nous a été enlevé par un faux langage. C'est en nous supprimant le cerveau, c'est en détruisant la langue, effectivement, et je vais en donner un exemple très simple, que ce qui s'appelle les lobbies, la finance, ce que certains appellent l'oligarchie, a pris le pouvoir à la Révolution. C'est la finance a pris le pouvoir à la Révolution, mais pas tout de suite, parce que je vous rappelle que la véritable République ne date que de 1875. C'est très récent, la République. Il y a eu quelques intermèdes, il y a eu la Révolution, mais le pouvoir a été pris en 89 dans les têtes. C'est une prise de pouvoir métaphysique par le langage fort, j'appelle fort. Voilà. Alors, on parle d'une science du mensonge. Donc, cette science du mensonge a un nom, elle s'appelle la sophistique. Elle nie la vérité. Donc, il y a une scission qui s'est opérée, mais ça remonte à l'Antiquité, entre les philosophes de l'époque par rapport au concept de réalisme versus nominalisme. Vous expliquez dans votre livre que finalement, il y a un fil conducteur où ces nominalistes, en fait, sont donner la priorité sur les nombres et les signes plutôt que sur le verbe. Donc, c'est une sorte de négation de l'esprit. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, parce que finalement, c'est quand même un point qui est important pour que les auditeurs comprennent comment ils ont pu... c'est un peu la colonne vertébrale, en fait, de cette inversion linguistique. Ça date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, rien ne date d'aujourd'hui.
puisque tout ce qui est éternellement. Bon, là, la question que vous posez, c'est la question du langage, du rapport avec la vérité. Alors, je vous lis simplement sur la 4e page de couverture, toute l'histoire de l'humanité n'apparaît plus, à partir du pouvoir, que comme la guerre sans merci de deux langages ennemis, le réalisme et le nominalisme. Les réalistes sont ceux qui croient à la vérité des mots, les nominalistes, ceux qui croient au pouvoir des mots. Alors, ce que je voulais vous dire, ce qui est important, ce n'est pas l'érudition. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'érudition. J'allais dire, l'érudition n'a pas grand intérêt. Mais ceux qui m'écoutent doivent savoir qu'il y a effectivement, depuis le début de l'humanité, ces questions sont posées. Est-ce que les mots disent la vérité? D'où vient le langage? Mais le minimum à comprendre, c'est qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a les menteurs et les véridiques. Et il y a des métiers de mensonge et des métiers véridiques. J'en cite un par exemple, les avocats, c'est une profession de menteurs. Il faut le savoir. Bon. Les financiers sont a priori une profession de menteurs. Bon. Et les véridiques, on les repère par leur langage. Donc le plus important dans la vie, c'est de savoir si on a affaire à un menteur qui veut vous escroquer ou à un véridique. Les hommes politiques sont des menteurs structurels. Je vais vous le prouver en 2 phrases. L'homme politique vous dit que vous êtes souverain. Ah, mais c'est un gros mensonge. Parce qu'après, il vous dit que vous êtes souverain et 2 minutes après, il vous dit que vous êtes justiciable, payez l'impôt, obéissez, 135 €. Donc vous n'êtes pas souverain. Le souverain, c'est celui qui commande. Donc toute la théorie prétendument démocratique est un mensonge qui n'est fait que pour escroquer le peuple. Et nous le voyons actuellement. Alors, depuis la plus haute antiquité, le langage a été étudié. Et j'entendais dire un intervenant de chez vous qui citait Platon comme quelqu'un qui disait la vérité. Platon est dans le camp des menteurs. Et il faut le savoir, il le dit lui-même. Dans La République, quel hasard, il dit qu'il y a 2 sortes de mensonges, Platon. Le noble mensonge et le vrai mensonge. Le vrai mensonge, c'est celui du peuple qui doit être châtié. Tandis que le noble mensonge, c'est celui du philosophe. Voilà, la République de Platon est basée sur l'idée que le prince doit tromper le peuple. Je pourrais vous en dire plus. Mais arrivons. Alors, donc, vous avez ces 2 camps. Et le camp du pouvoir en soi, c'est le camp du mensonge. C'est comme le camp du financier. Le but du financier, c'est de vous dire qu'il vous enrichit et il vous fait les poches. Bon. Et donc, ce qu'il y a à savoir sur ce nominalisme et ce réalisme, qui est une théorie très subtile, mais qui se ramène à quelque chose, je vous dis, de très simple. Il y a ceux qui croient à la vérité des mots, ceux qui croient à le pouvoir des mots. Ceux qui croient à la vérité des mots, évidemment, c'est le corbeau. Ceux qui croient au pouvoir des mots, c'est le renard. Tout est dans les fables de La Fontaine. Et les Français actuellement sont hélas des corbeaux. On les flatte. Ah, vous êtes des citoyens. Nous ne sommes pas des citoyens. Les Français ne sont pas des citoyens, ce sont des esclaves. Alors là, on les flatte. Vous êtes des sous-peuples souverains, etc. Et puis après, on les enferme quand on veut. Ils n'ont même plus le droit de respirer. Donc, il faut savoir maintenant qu'il y a les corbeaux et les renards. Il faut arrêter d'être un corbeau et il faut devenir un coq. Je renvoie à la fable. Et donc, dès que vous avez un homme politique, c'est un menteur. Il faut savoir où il ment. Bon, c'est uniquement pour son profit. Et la révolution qui est à faire a été annoncée par les Gilets jaunes. C'est la révolution de la vérité. Donc, il faut reprendre le pouvoir en 2022, nous en parlerons peut-être, et savoir systématiquement faire le tri sélectif. Comme dans les poubelles, les nominalistes, il faut les mettre à la poubelle, et les réalistes, il faut leur redonner le pouvoir qu'ils ont perdu, hélas, depuis trop longtemps, parce qu'eux-mêmes ne savent pas, n'osent plus parler, parce qu'ils sont dominés, comme vous l'avez dit, par le langage fort. Et le langage fort, c'est le langage des juristes. C'est le langage du procès. Le langage du procès, c'est ça. C'est le langage du procès qu'on voit en permanence. Tout est culpabilisé. Voilà la réponse. Et donc, c'est le but maintenant, et c'est ce qu'ont annoncé les Gilets jaunes, qui ont eu raison de ne pas vouloir rentrer dans le débat parce que le langage est truqué. C'est ce que je dis dans ce livre. C'est un langage truqué. Et donc, ce livre dont vous parlez a été utilisé par Philippe Guillaume pour faire un livre qui s'appelait « Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris que pour des cons ». Il faut comprendre que tous ceux qui se réclament des grands principes nous prennent pour des, excusez-moi du mot, cons. Et une fois qu'on a compris qu'on est ramené à son infériorité, nous ne sommes pas des citoyens mais des esclaves, nous ne sommes pas le peuple souverain mais ils nous prennent pour des cons, eh bien on comprend bien mieux la situation et le langage extrêmement méprisant de Macron qui dit qu'il y a des gens qui ne sont rien.
Eh bien, ceux qui ne sont rien, ce sont les Français qui le nourrissent, qui le logent, mais qui sont actuellement assassinés dans les EHPAD et dans d'autres lieux. Voilà, je pense notamment au Rivotril. Et à ce moment-là, il faut se placer dans la bonne logique. La bonne logique, c'est qu'on a un pouvoir totalitaire, assassin, criminel, qui ne pense qu'à nous transformer en chiffres et à réduire de plus en plus notre capacité intellectuelle pour être de plus en plus obéissant. C'est simple à comprendre. Alors, je pense qu'il faut aussi je vais juste revenir en arrière par rapport aux philosophes dont vous avez mentionné, notamment Platon, mais il y a une véritable imposture dans le narratif officiel et dans l'éducation nationale vis-à-vis de Platon, Locke, Voltaire, Rousseau. Rousseau et son canular de contrat social. Vous pouvez nous en dire plus parce que c'est ce qui est vraiment enseigné dans les lycées et au niveau supérieur comme étant le Graal du bon citoyen. Vous pouvez nous dire en quoi Oui, ce contrat social est une escroquerie? il faut bien comprendre, ce qui n'est jamais enseigné dans les sciences politiques, c'est qu'il y a très peu de gens désintéressés. Bon, la plupart des gens sont intéressés, nos contemporains. Les gens travaillent pour avoir de l'argent. Quand vous avez un député qui est élu, pourquoi le député voudrait-il votre bien? Il veut son bien à lui. Bon, donc la loi de la vie, c'est d'une certaine manière la loi de la jungle, pour faire court, chacun ne pense qu'à lui. C'est ce qu'avait dit très bien d'ailleurs un fameux chanteur qui disait on parle des droits de l'homme, etc. C'est mon temps. Il disait mais nous ne pensons qu'à nous. Donc il faut voir tous ces gens qui vous racontent des balivernes ne pensent qu'à vous. Alors, pour dominer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, on peut prendre l'exemple de l'informatique. On lui met un logiciel, on le pirate son cerveau, on lui met des virus, et à ce moment-là, on se rend maître du cerveau. C'est facile. L'exemple de l'informatique est classique. Moi, j'avais une de mes élèves un jour qui me dit 0 égale 1. C'était les programmes qu'il a eu ça. Donc, tous les virus sont mis à l'école, et ce que vous dites, finalement, ça ramène à ça. C'est-à-dire qu'il y a une fausse doctrine qui est mise dans votre cerveau pour vous dominer. C'est aussi bête que ça. C'est du piratage de cerveau. Alors, parlons de la science politique. Ceux qui ont voulu prendre le pouvoir, c'est-à-dire en gros, c'est les anglo-saxons qui ont pris le contrôle de la France, qui ont fait une OPA sur la France, à partir de ce qu'ils appellent l'Europe des Lumières, mais évidemment c'est l'Europe anglo-saxonne, ça a été de donner une fausse doctrine qui fait croire aux gens qu'ils sont les maîtres alors qu'ils sont les esclaves. C'est le en même temps, Macron. On vous dit que vous êtes le maître, mais vous êtes l'esclave. Bon. Alors quand on vous flatte, vous êtes le maître, et quand vous payez, vous êtes l'esclave. C'est facile à comprendre. Alors prenons Rousseau. La base, c'est le peuple souverain. L'idée, c'était effectivement de prendre le pouvoir au roi. Alors, je pourrais la raconter un petit peu longuement, mais quand même, il faut raconter l'histoire. Bon, vous avez un certain poète qui est mis en prison au nom du roi. Ah, au nom du roi. Le mot-clé, c'est au nom, parce qu'on nous gouverne au nom du peuple souverain. Quand vous passez devant un tribunal, moi je suis passé devant la 17e, il y a marqué au nom du peuple souverain. C'est pas gênant, le peuple souverain, il n'a pas la parole. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Au nom du peuple souverain, on peut vous couper la tête, vous découper. Bon. Et donc, ce fameux poète se dit, tiens, quand même, le roi, c'est qui? C'était François Ier. Donc il écrit au roi en disant, j'ai été mis en prison au nom du roi, mais vous, le roi, c'est vous, et prouvez que vous êtes le roi en me libérant. Et il a été libéré. Alors les juristes se sont dit, c'est quand même ennuyeux. On dit au nom du roi, mais parfois le roi peut se réveiller. Ça nous mène à la Révolution. Le roi est décapité, et à ce moment-là, il y a l'imprimeur qui se précipite auprès du pouvoir de l'époque, qui lui dit, on a arrêté au nom du roi. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le juriste dit, c'est pas compliqué. Vous remplacez le R de roi par L de la loi et ça continue à marcher comme avant. Sauf que le roi physique n'existe plus et les juristes ont les pleins pouvoirs. C'est ce qu'on appelle l'état de droit, c'est la dictature du droit des juristes qui font ce qu'ils veulent. Alors, pour le peuple souverain, le petit coup de passe-passe, c'est effectivement, c'est Rousseau, le contrat social de Rousseau, que personne ne comprend. Demandez aux élèves ce que c'est que le contrat social, ils voient qu'il y a la volonté générale, mais ils n'y comprennent rien. Pourquoi? Parce que c'est des mathématiques à l'état pur. Et il faut comprendre les mathématiques pour comprendre ce que c'est que le peuple souverain. Parce que je vous rappelle que le peuple souverain, c'est beaucoup de monde. Comment est-ce qu'avec beaucoup de monde, on peut faire un? Comment est-ce qu'on peut passer de la quantité à la qualité? Eh bien, c'est le contrat social qui est le moment clé, qui était le livre, évidemment, qui a été le livre de Bonaparte, qui a été le livre de Robespierre, et c'est au nom du contrat social. Bon, eh bien là, vous avez un centre de gravité. C'est-à-dire que la volonté générale est définie comme un centre de gravité. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a tous les Français, il y a la nation, et puis avec les plus et les moins, on arrive à la volonté générale. Et c'est au nom de la volonté générale que la révolution se fait. Mais c'est qui la révolution? C'est la Grande Muette. Or, en fait, quand vous voyez par exemple l'élection de Macron, normalement dans la Constitution, les partis
ne doivent contribuer qu'à l'expression de la volonté générale. Mais c'est quoi la volonté générale? Ben, si on veut la mettre en chiffres, c'est au moins la moitié de la population. Eh bien, quand vous avez un Macron qui représente moins de 20%, 15%, j'ai donné les chiffres, et qui est président de la République au nom de la volonté générale, c'est évidemment une imposture. Et donc, qui fait les 20%? Eh bien, ce sont les lobbies, c'est la finance, c'est le président Macron qui a eu le plus d'argent. Il ne faut pas s'étonner maintenant qu'il renvoie l'ascenseur. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, toute cette fausse théorie a été mise dans la tête des victimes pour qu'elles disent « Oui, notre bon maître, comme il est bon, nous sommes souverains, mais nous avons payé nos impôts. » C'est une blague extraordinaire. Hélas, il n'y a plus de Molière. C'est le souverain imaginaire, on pourrait dire, c'est le souverain imaginaire. C'est l'esclave qui, dans sa tête, est le souverain et continue à cirer les pompes, évidemment, de celui qui est censé être son serviteur. C'est une blague. Alors, les Français, je pense, n'ont pas très bien compris que la démocratie, en fait, c'est la façade idéale du totalitarisme. Depuis la Révolution de 1789, on parle constamment de mots chimères, liberté, égalité, fraternité, la nation, mais qui ne représentent en fait absolument rien. C'est du virtuel, on passe du réel au virtuel, à l'abstraction permanente. Et c'est comme ça que les Français ont été roulés dans la farine depuis déjà un moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthodologie qui est utilisée par le monde politique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut être très simple. Il y a deux manières de comprendre, mais de toute façon, il faut arriver à la simplicité. Et c'est pour ça que je dis que pour les auditeurs, le plus important, c'est de savoir qu'ils ont en face d'eux ou un menteur ou un véridique. Et il y a des professions de menteurs et de véridiques. Or, la démocratie, je vais vous démontrer en 2 minutes que nous ne sommes ni en république ni en démocratie. C'est-à-dire que nous avons affaire à des champions du ventriloquisme. Le ventriloquin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous fait parler et il vous parle tellement bien en vous ingurgitant, vous donnant ses idées, que vous croyez que ces idées, ce sont les vôtres. Hein, c'est l'histoire du peuple souverain. Bon. Et donc, on a fait croire. Bon, alors, ça, c'est un travail qui est assez subtil, qu'on peut suivre, mais c'est pour ça qu'il faut regarder la grammaire, la logique et compagnie. Mais c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une république? Ben, il faut remonter au modèle. S'il y a le mot république, c'est qu'il y a un modèle. La république, c'est pas n'importe quoi. Bon. Alors, la république, ça veut dire 2 choses. Res publica, au début, il y avait la république chrétienne. L'Europe, c'était une république chrétienne. Mais république, au sens commun, ça veut dire le bien commun. Mais qui a inventé république? Ben, il faut remonter évidemment aux Romains. Res publica, c'est la république romaine. Or, qu'est-ce que c'est que la République romaine? Quel est le modèle? Ben, le modèle, vous avez le forum. Et dans le forum, vous avez un temple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de République sans Dieu. Le modèle comprend le spirituel. Les Romains, alors évidemment, on peut discuter des religions romaines, mais ils croyaient qu'au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose. Mais nos républicains, qui évidemment ne correspondent pas au sens république bien commun. Je vous rappelle que sous Louis XIV, il était dit aux juges de travailler non pas pour eux-mêmes, mais pour la République, c'est-à-dire le bien commun. Platon, d'ailleurs, si on le cite, dit que tous les régimes sont des républiques, s'ils sont le bien commun. Donc, en se disant république, on dit nous sommes bons. Mais ce n'est pas vrai. Donc, au premier sens, ce n'est pas le bien commun, on le voit très bien avec le régime de Macron. Mais le sens réel de république, effectivement, dans la République romaine, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez des partis, vous avez les patriciens, vous avez plusieurs partis. Or, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le mot république? Pour faire croire, évidemment, que ça correspondait au modèle. Mais c'est une contrefaçon, c'est une imposture. Nous ne sommes pas en république, puisque nous ne correspondons pas au modèle. Mais démocratie, c'est la même chose. Je vous rappelle que dans la démocratie, vous aviez, donc le modèle, c'est évidemment Athènes, et ce qu'on appelle démocratie, c'est l'inverse d'une démocratie. Je vous rappelle que la démocratie, d'ailleurs athénienne, était dirigée par un noble qui était Périclès. Bon, et donc, vous avez la splendeur de la démocratie athénienne, qui a fait comme tout de même des merveilles, ne correspond absolument pas puisqu'il y avait les esclaves. Alors on dira, mais maintenant il n'y a pas d'esclaves. Mais si, les esclaves, tous les salariés sont des esclaves, évidemment. Les esclaves, quelle est la définition d'un esclave? Ce n'est pas forcément quelqu'un de malheureux. Vous avez Ésope, par exemple, qui était un esclave, qui nous a laissé la lampe d'Ésope. Donc nous sommes dans une vaste imposture, les mots ne correspondent plus à la réalité, nous sommes les dupes du langage,
Et le mot démocratie a été utilisé comme un autre, ils auraient pu l'appeler, pour duper. Et on peut dire que la démocratie, c'est le summum de la dictature, parce que quand il y a une dictature, le dictateur ne prétend pas qu'il est vous-même. Il y a d'un côté le dictateur, et donc le dictateur doit quand même se justifier par rapport à un but. Tandis que dans la démocratie, c'est extraordinaire. Ils n'ont plus à rendre compte à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Dieu, donc ils ne rendront pas compte à Dieu, mais il n'y a plus de peuple, puisqu'ils sont le peuple. Donc, le summum de la dictature, c'est quand le pouvoir prétend que vous êtes le pouvoir en vous opprimant. Et ça nous renvoie à Ulysse, qui dit à Polyphème qu'il est personne. Et à ce moment-là, quand Polyphème veut évidemment se défendre et que les autres cyclopes lui disent « mais qui t'a crevé l'œil ?» il répond « c'est personne ». Et maintenant, le pouvoir dit « c'est personne, c'est vous ». Donc, si vous voulez, le summum de ce qu'ils appellent la dictature, la démocratie, qui n'a rien d'une démocratie, puisqu'on peut dire que la vraie démocratie s'arrête à la Révolution. Et je pourrais vous le démontrer en 2 minutes. C'est que l'imposture totale, c'est de dire que vous n'avez aucun droit, puisqu'une fois que vous avez élu quelqu'un, il est vous-même, EST. Et donc, vous n'existez plus. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont montré quand même l'imposture, ont déchiré l'imposture de ce régime qui prétend défendre les plus faibles, ce qui n'est pas le cas. Les plus faibles se révoltent, on leur envoie des balles de défense, on leur crève les yeux, on arrache les mains, vous voyez, c'est ça. Et maintenant, Macron, quand il dit que cette dictature, ce terrorisme prétendument sanitaire est fait pour sauver les plus faibles, ils ont été massacrés dans les EHPAD. Donc on a vraiment la pire tyrannie, si vous voulez, qui n'a pas la moindre justification, sinon elle-même, et si nous ne l'arrêtons pas, ça sera toujours plus de pouvoir, toujours plus de destruction, toujours plus d'abêtissement. C'est ça. Et alors, donc pour vous montrer que la démocratie s'est arrêtée à la Révolution, alors on dit c'est bizarre, parce que quelle est la loi de la démocratie? Eh bien, figurez-vous, c'est la coutume. La coutume n'est pas décidée par 577 personnes qui ne représentent rien, qui imposent à tout le monde la vitesse de circulation. La coutume, elle est inhérente au peuple, et vous aviez en France à peu près 600 coutumes, des centaines de coutumes, et qui ont été abrogées par la dictature de la loi unique pour tous. Et je vous rappelle que le roi ne faisait pas la loi, il faisait des ordonnances, c'est-à-dire qu'il respectait les coutumes locales. Et vous trouvez la trace des coutumes dans l'habillement, dans la nourriture et dans l'habitat. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. La clé, c'est que tout est inversé. Et l'intérêt de ce monde à l'envers, qui a été très bien décrit par Orwell, mais par le français Lahar, c'est que pour revenir dans le bon ordre naturel, j'allais dire écologique par humour, puisque les écologistes détestent la nature, il faut simplement remettre le langage à l'endroit, et par exemple le mot élite. Le véritable sens du mot élite, ce sont les meilleurs. Mais ceux qui se prétendent qu'on accuse d'être les élites pourries ne sont pas les élites pourries, c'est le contraire des élites, ce sont des apparatchiks, ce sont des mercenaires au service de ce pouvoir qui nous tue. Alors, c'est effectivement de passer des élites du mal aux élites du bien, dans tous secteurs confondus. Comme vous le disiez, il y a des élites dans les pâtissiers, dans les boulangers, dans les artisans, tout type de métier. Et le vrai sens du mot élite est là. On ne peut pas dire élite du mal, c'est un contresens. C'est comme parler de l'eau sèche. Ce ne sont pas des élites, justement. On peut les appeler les mercenaires, on peut les appeler les apparatchiks, mais surtout pas. Les élites, c'est un mot du XIIe siècle. C'est là que le langage nous sauve. Il faut toujours remonter à l'origine du mot, parce que le mot s'inverse dans le temps. Et à juste titre, vous avez dit que ça remonte longtemps. L'élite, c'est ceux qui ont fait la France. C'est-à-dire qu'ils se qualifient par le chef-d'œuvre. Dans tous les domaines, on parlait du boulanger, il y a un bon boulanger, un bon. L'élite, c'est celui qui fait le mieux dans sa partie. Donc, il y a des élites partout. Il n'y a pas seulement les élites en haut de la pyramide. Vous avez les élites, l'excellence du vin. Et la France, c'est le pays de l'excellence. On pourrait dire c'est le pays des élites puisque nous sommes le pays le plus visité par le tourisme pour venir voir l'excellence. Et c'est ce que tue Macron, d'ailleurs, en empêchant les touristes de venir en France, d'ailleurs. Alors, vous dites que la révolution, avant d'être un fait social ou politique, c'est un fait de langage. Donc, depuis la révolution de 1789, il y a un basculement vraiment dans cette sophistique du mensonge qui a complètement imposer une forme de nécrose intellectuelle chez les Français. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ça?
Je donne, c'est pour ça que j'invite, si vous voulez, où on est simple, on est compliqué, mais j'invite tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe à lire effectivement La tête coupée, parce que dans ce livre, qui est hélas prophétique, qui va au-delà de ce qu'on pouvait penser, puisque le but de ce livre, c'était d'empêcher ce qui se passe actuellement, c'est le phénomène d'inversion du langage, qui est un phénomène absolument très mystérieux d'une certaine manière, puisque faire marcher les choses à l'envers et qu'elles marchent quand même, ça c'est des mathématiques supérieures, si je peux dire. Mais pour répondre à votre question, ce qui n'est pas enseigné à l'école, c'est comment on passe de la révolution de 1789 à la révolution de 1792. Et même quand vous allez à la Bastille, finalement la prise des Tuileries, le 10 août n'est pas fini, parce que la révolution de 1792, c'est la négation des promesses de 1789. En 1789, tout le monde est partant. Il faut rendre les gens heureux, il faut déclarer la paix au monde. Le roi fait la première révolution. Il dit, mais c'est merveilleux. Il laisse son pouvoir, non pas au peuple, c'est la pègre. Il faut savoir que les assassins de 1792, notamment en septembre, ce sont des gens qui sont payés. Les assassins sont des gens payés. Le peuple n'est pas criminel. Pour tuer quelqu'un, pour lui couper la tête et faire même des actes de cannibalisme, comme il y en a eu, disons, place Dauphine, il faut être la pègre. Il faut bien comprendre. C'est la pègre qui a été utilisée par la finance. On connaît bien même exactement le salaire des assassins de septembre 92. Bon, et je vous rappelle, bon, on pourra parler. Et donc, l'idée de base, c'est que l'escroc utilise le langage pour vous tromper. C'est ce qu'il fait pour la finance. Je vous rappelle que quand vous gagnez autrefois de l'argent, vous aviez de l'or. Et puis, il y en a un qui s'est dit, c'est plus malin de mettre du papier, c'est l'assignat. Donc, dès que c'est sur du papier, on peut tricher. Et maintenant, avec l'électronique, on peut faire ce qu'on veut. Donc, le menteur, il utilise l'arme du langage pour tromper. Et donc, vous avez eu, évidemment, cette illusion de 1789, c'est que tout pouvait se passer tout seul, et ça a conduit à 1792. Je vous rappelle que c'est la République, la cinquième, est basée sur la première. Comment se fait-il que la cinquième se réclame de la première? Je vous rappelle que la première révolution, c'est la première république terroriste au monde. Destruction des monuments. Le vandalisme, c'est la première révolution. C'est Daesh sur scène, si je peux dire. Ensuite, vous avez eu la terreur. Cette république a inventé la terreur, les massacres, la guillotine, l'expropriation. Et je vous dis encore une petite chose très simple, elle a inventé la guerre de masse. C'est-à-dire que les guerres de la royauté, c'était des guerres entre princes. Donc, c'était fait entre des personnes, des soldats qui étaient payés. Donc, le nerf de la guerre, c'était l'argent, parce que le roi n'avait pas le droit de ponctionner la population pour la tuer. Et dès l'instant qu'il y a eu une levée en masse pour la guerre, si je ne prends qu'un seul exemple, dès l'instant que le pouvoir pouvait puiser dans le peuple pour les massacres, vous arriverez au massacre du 19e siècle, puis du 20e siècle. Et ça, c'est issu de la Révolution, comme l'a dit Solzhenitsyn. C'est en France qu'est née la bête immonde, qui a ravagé le monde et dont on voit les effets actuellement dans cette épidémie qui est utilisée pour nous abaisser encore plus, pour nous contrôler par le numérique. Bon. Et donc, c'est l'inversion du langage qui est importante, et je vais la représenter par une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté générale. Il faut savoir que la volonté, les nouvelles sciences politiques, en quelque sorte, c'est la migration des mathématiques vers le politique en passant par la philosophie. Vous avez, avec Rousseau, d'abord avec le centre de gravité qui représente le tout. Avec Rousseau, ça sera la volonté générale et ça va vous donner la fausse démocratie. Bon. Donc ça, c'est le premier exemple. Mais le deuxième exemple, je suis en train de le chercher, je l'avais en tête, c'est le... Vous pouvez me reposer la question parce que le premier exemple m'a fait oublier le second. Bon, en tout cas... Du coup, là, j'ai perdu le fil également. Bon, c'est pas grave, ça va revenir, mais sur l'utilisation des mathématiques, bon, j'ai pris cet exemple du centre de gravité et j'en avais un autre qui m'a échappé. Bon, ça va revenir. Vous pouvez me poser d'autres questions, ça va revenir. Alors, oui, on était ça, sur la dématérialisation, l'utilisation de l'abstraction, si vous voulez. Bon. Et donc, oui, c'est ça, l'exemple qui est extraordinaire. Je vous ai donné un exemple mathématique avec le centre de gravité. Vous prenez l'exemple de la révolution. C'est-à-dire que la société, c'est le langage.
Tout est langage. Et l'escroc, il trafique le langage pour trafiquer la réalité. Et ceux qui ont voulu prendre la place du roi Louis XVI, ils se sont dit, au fond, on va jouer sur l'inversion grammaticale. Avant, disons qu'avant le 21 janvier, c'est le roi souverain règne sur le peuple sujet. Le roi, c'est le sujet, il y a le verbe, et le complément, c'est sur le peuple sujet. Si vous inversez le sujet et le complément par rapport au verbe, ça vous donne non plus le roi souverain règne sur le peuple sujet, mais le peuple souverain règne sur le roi sujet, Louis XVI, premier fonctionnaire. Donc, pour inverser les rôles du pouvoir, du dominant ou du pouvoir et de celui qui doit obéir, pour inverser le coupable et la victime, pour inverser l'ordre des choses, pour inverser les rôles, il suffit dans la phrase d'inverser le sujet de complément. Et c'est ce qui a été fait systématiquement. Autrefois, c'était la valeur qui faisait le signe, c'est-à-dire que vous aviez l'or qui était indiqué par le signe sur la pièce où il y a marqué un louis, et après vous inversez, c'est le signe qui fait la valeur, c'est l'assignat. C'est-à-dire que vous obéissez parce qu'il y a marqué que ça vaut tant, eh bien, ça crée la valeur. Donc, le pouvoir absolu peut s'approprier la valeur uniquement à partir du signe. L'idée, on a parlé dans une de vos émissions, c'est l'arbitraire du signe. Saussure a fait l'arbitraire du signe. C'est dès l'instant que la loi est arbitraire, eh bien, elle peut changer la réalité à volonté. Et donc, nous sommes sous la dictature de l'arbitraire du signe, alors que, effectivement, la coutume n'était pas l'arbitraire du signe, et la loi de cette prétendue république, c'est l'arbitraire des dominants, c'est-à-dire on peut les appeler les lobbies, on peut l'appeler la finance, on peut les appeler les anglo-saxons, on peut les appeler l'oligarchie, mais c'est un pouvoir qui est sans limite tant que nous ne l'aurons pas arrêté ou que la nature des choses l'arrêtera. Alors, vous disiez que le nominaliste est un prédateur obligé pour piller le trésor des valeurs réalistes, d'en inverser le sens. Donc, on voit que c'est exactement ce qui se passe depuis déjà un certain temps maintenant. Donc, la négation de l'homme par l'abstraction géométrique, époque du bicentenaire, pyramide, géode et cube, l'homme ne figure maintenant nulle part. L'homme étant omniprésent dans l'architecture du Moyen Âge, il en est absent totalement aujourd'hui. Donc, on voit que dans l'art et dans les représentations qui sont faites de l'homme, qu'elles disparaissent. En fait, c'est une forme de déshumanisation totale de la connaissance. Qu'est-ce que vous... Alors, il y a deux idées dans ce que vous dites. Il y a la première idée de Tartuffe qui est essentielle. Il faut absolument que le maximum de Français comprennent que nous sommes dirigés par des Tartuffes. Macron est un Tartuffe. Et qu'est-ce que c'est qu'un Tartuffe? Le Tartuffe arrive dans l'histoire avec Molière, qui le voit arriver à la cour. Et j'invite à lire le Tartuffe, qui est extrêmement important, mais voici l'essentiel. Tartuffe, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, je vous le dis, c'est un nominaliste, c'est un escroc, et qui se dit comment piller le bourgeois Orgon. Eh bien, je vais lui raconter une belle histoire, comme Macron. Hein, bon. Et il dit à Orgon, il se présente à partir de la valeur supérieure de l'époque. Je vous rappelle qu'actuellement, tous les députés disent « je porte des valeurs, je porte des valeurs ». On se moque du monde. « Oh, je porte la liberté, etc. » Ça ne veut rien dire. Bon. Et à l'époque, donc, Tartuffe se présente comme un religieux. Et le bourgeois Orgon est impressionné. Il dit « quel homme, quel religieux, quelle valeur ». Et donc, finalement, il se fait rouler dans la farine et finit par donner sa maison à Tartuffe. Et Tartuffe, dès l'instant qu'il a l'acte juridique, puisque l'escroc, c'est le jury, c'est un escroc. Il ne faut pas oublier que de tout temps, relisez La Fontaine, on sait très bien état de droit, état de Tartuffe. Ce qui compte, ce n'est pas l'état de droit, c'est l'état de justice. Nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que nous sommes dans un état d'escroc. Bon, il faut bien le savoir. C'est la bien bonne tradition française. Et alors, une fois qu'Orgon est dépossédé, le bourgeois est dépossédé par le Tartuffe, qui est Macron maintenant, mais qui à l'époque était Tartuffe. Eh bien, je vous rappelle que Molière était le commensal de Louis XIV. Et il disait souvent tout haut ce qu'il pensait tout bas, ce que le roi pensait tout bas. Et la conclusion de Tartuffe, c'est que Molière réintroduit le prince pour casser le droit et ainsi rétablir la justice. C'est-à-dire, il casse le contrat, le faux contrat de Tartuffe pour rétablir le bourgeois Orgon
dans ses droits. Et la révolution qui est à faire maintenant, c'est en finir avec l'état de droit pour rétablir l'état de justice. Donc, n'oubliez jamais que le Tartuffe, c'est celui qui se réclame des valeurs les plus hautes pour atteindre l'objectif le plus vil, le plus scélérat, c'est le pouvoir. Et maintenant, les Tartuffes sont au pouvoir. Quand vous écoutez un homme politique, dites-vous, c'est un Tartuffe. Dès que quelqu'un parle des valeurs, c'est un Tartuffe. Dès que quelqu'un dit « Ah, je me réclame des valeurs », c'est un Tartuffe, c'est un voleur, c'est un menteur. Deuxième partie, l'abstraction. C'est ce que j'appelle l'inconscient logique. C'est-à-dire, depuis l'an 1000, depuis Gerbert d'Aurillac, si on peut dire, le pouvoir a trouvé le moyen d'accroître sa sphère d'influence par les mathématiques. Et là, il y a deux voies. Il y a la voie technique et il y a la voie morale. Dans la voie technique, nous voyons tous les jours qu'effectivement, la science a accru son pouvoir. Il y a l'aviation, vous avez l'électronique, vous avez la mécanique. Il est évident que notre société est bien plus perfectionnée, je n'oserais pas dire meilleure, du point de vue technique. Et justement, c'est un sujet impressionnant, c'est-à-dire comment se fait-il que les valeurs physiques fonctionnent tellement bien, matériellement, et tellement mal moralement? Eh bien, c'est parce que les mathématiques sont à l'origine des deux. Les mathématiques nous ont permis, d'une certaine manière, d'avoir des voitures, d'aller vite, etc. Mais d'un autre côté, c'est l'instrument du mensonge. Et là, il faut remonter à Pythagore. Et dans ma thèse de doctorat principe mathématique de philosophie politique, je démontre qu'effectivement, toutes les sciences politiques sont dans Pythagore. Pythagore, d'ailleurs, divisait le monde en les acousmatikoi et les mathématikoi. Les mathématiciens sont les initiés, les acousmatikoi sont des bénés, ce sont les auditeurs à la télé. Vous voyez, les mathématikoi sont derrière l'écran et les acousmatikoi que vous avez décrits n'y comprennent rien, puisque ce sont les dupes du langage dont je parle. Et donc, cette abstraction gagne tout. Je vous rappelle que les rues, les maisons ne sont numérotées que depuis l'époque à peu près de Napoléon. Bon, mais on numérote tout. Maintenant, nous avons notre numéro de sécurité sociale. Et bientôt, toc, on aura un code pour pouvoir aller au restaurant. Donc, l'idée des mathématiques, c'est le moyen, la vis d'Archimède permanente pour nous réduire à un chiffre. Nous ne sommes plus que des chiffres, des abstractions, et le pouvoir, maintenant, n'a plus besoin de tenir compte de nous, c'est-à-dire que nous sommes le contribuable, nous sommes ci, nous sommes ça, il y a des lois, et nous devons, l'épidémie le montre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on lutte contre la maladie? Eh bien, évidemment, par le système immunitaire. Ce n'est pas en mettant un masque qu'on lutte contre la maladie, c'est en ayant une bonne santé, c'est en se protégeant par une bonne alimentation, c'est en faisant du sport, de noble sens. Mais ça, le gouvernement n'en parle pas. Il veut que nous soyons que de géométrique. Les gestes barrières, enfermés, c'est la géométrie, c'est l'arithmétique, 135 €. Donc, le gouvernement ne tient plus compte de la personne humaine, mais simplement, nous sommes des entités mathématiques, des contribuables, des gens qui payent les impôts. Bon, voilà. Donc, cette abstraction détruit le monde parce que, comme je le dis, l'univers est basé sur 3 axes. Vous avez le minéral, c'est les pierres, c'est l'acier, etc. Nous avons le biologique, c'est le corps, c'est le plaisir. La règle du minéral, c'est l'inerte. L'alerte de la biologie, c'est le plaisir, c'est et le spirituel qui est la transcendance. Mais le monde, vous avez parlé d'un 6e de logique, donc ce système totalitaire absolument destructeur, a détruit le spirituel. Ça, c'est la révolution. Je vous dis que c'est pour ça que nous ne sommes pas une république. C'est-à-dire que l'intérêt de ce régime prétendument républicain, c'est que le peuple n'existe plus puisqu'il est le peuple. Il a été élu, donc il est le peuple. Et au-dessus, il n'y a plus Dieu. Donc il a supprimé le peuple, il a supprimé Dieu, il n'y a rien au-dessus de lui, il aura de compte à rendre à personne. Il n'y a plus aucune morale, plus aucune moralité, il détruit les bases de la société. Il a même fait croire qu'un mariage, c'est 2 hommes, 2 femmes, pourquoi pas autre chose. C'est-à-dire qu'il a plus personne ne résiste. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la vérité du langage et que le véritage, maintenant, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de vérité, donc le pouvoir, c'est le peuple, le pouvoir, il n'y a plus de Dieu, donc il fait ce qu'il veut. Bon. Et donc, maintenant, il nous réduit à l'abstraction. Parce que le financier, ce qui l'intéresse dans son esclave, ce n'est pas la personne. Il ne s'intéresse pas à sa santé. Vous voyez qu'actuellement, le pouvoir n'est absolument pas ému par les misères, si vous voulez. Donc, on a un pouvoir totalement inhumain qui voit tout mathématiquement. Et je vous rappelle que Macron vient de la finance. Et de tout temps, on a considéré que le pouvoir financier était cannibale. On en revient au début de notre conversation. Donc, tant que nous n'aurons pas compris que le pouvoir est cannibale, eh bien, nous resterons des esclaves. Alors, il y a un point qui est important, c'est l'influence du libéralisme anglo-saxon. Je pense que les Français n'ont pas réalisé que notre pays a été infiltré par
par une philosophie qui vient de l'étranger. Elle est donc sous l'emprise de cette influence et qui utilise Emmanuel Macron, qui est responsable de haute trahison par rapport à ça. En quoi l'idéologie anglo-saxonne, anglaise principalement, mais aussi américaine, s'est infiltrée en France et est en train de saccager notre culture, notre héritage et notre langue? C'est-à-dire que dans ce livre, Macron, le président Matrelac, je donne les références que je ne peux pas donner d'un certain personnage qui s'appelle Pitt. Il faut toujours partir du départ. Il y a deux grands modèles au monde. J'oublie l'Orient, mais c'est le modèle anglo-saxon qui est le modèle prédateur, le modèle nominaliste, le modèle du commerçant. Je vous ai dit que par définition, l'avocat est un tricheur et le financier est un tricheur. Le commerçant, par définition, c'est un tricheur. Et on le voit par rapport à notre paysannerie, il joue sur les chiffres, hein, tomate de Marmande contre tomate espagnole, et c'est toujours plus bas. Donc c'est toujours moins avec le financier. Bon. Et donc, quand on reprend l'histoire, il y a, excusez-moi d'en parler en ces termes, mais il y a un miracle, c'est le miracle français. La France, ce qui m'autorise à le dire, c'est que c'est encore la destination touristique, la première destination touristique au monde, c'est que la France est le pays des merveilles. Je vous rappelle que dans un seul département français, il y a plus de monuments que dans toute la Chine. Donc la France est une merveille qu'évidemment les nominalistes, depuis la Révolution, détruisent. Il y a eu un tiers du patrimoine français qui a été détruit par les protestants, les guerres prétendument de religion, un tiers par les révolutions dites françaises, et il reste un tiers. Alors, comment les choses sont-elles passées? La France est un pays d'artisans, c'est un pays de créateurs, et c'est une merveille d'entendre les paysans qui s'accrochent au sol en aimant leur territoire, leur territoire, s'ils voient leur pays, lapsus révélateur, et qui ont fait ce magnifique paysage, ces fromages, cette gastronomie, cet art de vivre. Ça, c'est la France, créateur. Évidemment, le grand jaloux, nous allons le voir, c'est l'anglo-saxon. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nominaliste est un tueur par essence, c'est un voleur. Et pourquoi y a-t-il le French bashing, comme ils disent? C'est le dénigrement de la France, parce que c'est le jaloux. L'anglais n'a rien inventé. L'anglais, le régime anglo-saxon, est un prédateur. C'est un prédateur. Et le contrefacteur, vous savez que j'ai gagné le plus gros procès en contrefaçon littéraire, c'est celui qui jalouse l'auteur. Le contrefacteur veut tuer l'auteur. Et on pourrait, pour faire un peu de théologie, on peut dire que Lucifer est le jaloux de Dieu, le contrefacteur, puisque le diable est le singe de Dieu. Donc, vous voyez, la théologie, la réalité, tout marche ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, au Moyen-Âge, la grande nation, c'est la France, et il y a cette merveille de la France que je viens de nommer. Et puis, il monte ce pays, évidemment, nominaliste, qui est devenu le pays anglo-saxon, avec l'Angleterre, avec la cité, avec la finance, les États-Unis suivront derrière. Et évidemment, ce sont des tricheurs, ce sont des voleurs, ce sont des spoliateurs, et ils ont compris que c'était par le langage que l'on peut prendre le pouvoir. Et c'est ce que j'invite les Français à prendre le pouvoir par le langage en 2022. Et donc, le tournant, c'est Louis XIV. Les rois de France se méfiaient de la finance. Et ils ont toujours eu des problèmes financiers, puisque je vous rappelle que la Révolution, le roi qui ne pouvait pas nous faire payer les impôts comme il voulait, comme maintenant, il a été obligé de réunir les États généraux pour les impôts. Évidemment, ça s'est retourné, puisque la Révolution est basée sur le système anglais. Je vous rappelle que tout le vocabulaire soi-disant politique français est anglais, le mot vote est un mot anglais, le mot majorité est un mot anglais, minorité, etc. Bon. Et donc, ça commence, on peut dire, à la grande révolution anglaise, qui est l'apparition des Tartuffes, à peu près le même moment. Et jusqu'à la fin de Louis XIV, le système law ne vient pas en France. La finance ne prend pas le pas sur le régalien. Je rappelle qu'on parle du régalien maintenant, évidemment, mais le problème, ce n'est pas tant un problème de souverainisme, c'est un problème de régalien. Bon. Et donc, les idées anglaises, les fameuses idées anglaises, avec, vous avez parlé de la franc-maçonnerie, on peut en parler quand même. C'est pas l'alpha et l'oméga, la franc-maçonnerie, mais je vous rappelle que le synonyme de franc-maçonnerie, c'est service britannique. C'est-à-dire que ce sont les services secrets, en fait. La franc-maçonnerie, ben, c'est le bras armé de la finance, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a le club de l'entresol qui vient en France, vous aviez les académies, et finalement, donc les services secrets britanniques, appelons-les par leur nom, on peut remonter à Elisabeth II d'ailleurs, eh bien, ils prennent le contrôle de la pensée, et les agents, les lobbyistes, comme on dirait maintenant, on peut les nommer,
Montesquieu, c'est un agent anglais. Voltaire, c'est un agent anglais. Donc, tout ce qui est appelé l'Europe des Lumières, ce sont tout simplement des fidèles serviteurs de l'Empire britannique qui se font connaître, qui font leur petite vanité avec les idées anglaises et qui propagent avec la superbe langue française, en trahissant la langue française, qui va devenir le superbe vêtement des idées, des oripeaux, des idées libérales, que vous dites, le libéralisme étant évidemment c'est le moyen de duper, de voler les autres. Je donne une démonstration simple. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est ce qu'a dit Maurice Allais, le prix Nobel, quand dans son livre de 1999, et je vous rappelle à l'occasion que je suis président de l'ERAMA, l'Association internationale pour les apports de Maurice Allais, eh bien, il disait mondialisation, la destruction de la croissance et de l'emploi, l'évidence empirique. Maurice Allais a tout dit parce que c'est évident. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Donc, ce libre-échange, c'est tout simplement vous exportez votre savoir-faire en Chine ou ailleurs et vous importez du chômage. Pensez qu'une chose aussi absurde comme le traitement, la gestion de l'épidémie, qui est absurde, c'est une gestion sans traitement, et bien là, le libéralisme a été utilisé pour détruire l'Europe, pour détruire la France, en faisant croire à des bénés, souvent hypocrites d'ailleurs, que pour gagner un petit peu d'argent, il fallait donner son savoir-faire. Et en contrepartie, évidemment, ils ont fait la misère de leurs contemporains et ça continue. Alors, c'est l'histoire du 19e siècle, du 18e siècle. Vous avez la prise du pouvoir par le langage avec les prétendus philosophes, avec l'encyclopédie et qui va conduire à la révolution, c'est-à-dire c'est l'importation de la révolution anglo-saxonne. Je vous rappelle que bleu, blanc, rouge, c'est la couleur des États-Unis, qui a été importé par Lafayette, il faudrait quand même le savoir. Tout le modèle soi-disant républicain, même l'arbre de la liberté, vient des États-Unis, avec leurs agents qui étaient Lafayette et tous ceux qui ont importé la révolution anglaise en France. Et le mot-clé, je donne dans ce livre Macron, le président ventriloque, qui annonce évidemment dès le début de l'arrivée de Macron ce qui se passe, c'est que Pitt disait « Nous avons une autre manière de faire la guerre ». Je donne les références, c'est-à-dire que la France avait été utilisée, ventriloquée, je dirais, pour libérer les États-Unis en important uniquement de la dette, c'est-à-dire que c'est la grande blague, c'est la guerre des États-Unis, c'est la France qui donne tous ses moyens pour libérer les 13 colonies qui avaient chassé la France du Canada, enfin c'est une histoire de fou, comme notre histoire de coronavirus, et donc Pitt a utilisé le langage, là où il n'avait pas pu gagner par les armes, parce que je vous rappelle que la France avait 26 millions d'habitants, l'Angleterre n'avait que 6 millions, eh bien, le colosse qui était la France a été vaincu par le langage. Le langage, c'est le pouvoir absolu. Nous devons reprendre le pouvoir par le langage, et à ce moment-là, nous redeviendrons maîtres chez nous. Est-ce que vous pensez que le confinement tel qu'il est imposé avec toutes les mesures liberticides en France sont une preuve que le pouvoir en place a très peur des Français et de la France parce que la France a joué un rôle considérable en Europe. C'est vraiment le pays qui a un enjeu aussi spirituel à jouer et c'est justement parce que ce pouvoir en place, Macron, le gouvernement et tous ces gens-là, ont une très grande peur des Français et du peuple et c'est ce qui pourrait se passer parce qu'il suffit qu'il y ait une ou deux personnes. Par exemple, Jacqueline Moureau qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes, une seule personne via une vidéo virale a pu créer en fait, qui a été à la base du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous ne pensez pas justement ils ont très peur des Français au final? Alors là, c'est un petit peu l'exemple, si vous voulez, de la main qui dirige la marionnette. Donc, il est possible d'observer le champ des opérations actuelles à plusieurs niveaux. À la base, il faut comprendre maintenant, les Français comprennent que nous sommes dirigés par des tartuffes et qui comprennent que ce sont des menteurs. Bon, ça c'est la première stade. Mais quand on monte, on peut monter dans la compréhension. On peut monter jusqu'à la théologie. Mais sans aller trop loin, si on considère que le monde n'est pas qu'une chose, si on considère que c'est le lieu d'affrontement entre le bien et le mal, pour faire court, puisque le mensonge, c'est du côté du mal et la vérité, c'est du côté du bien, la France, héritière des Grecs, c'est le pays du beau, du vrai et du bien dans cet ordre. Les Grecs mettaient d'abord la beauté qui conduit à la vérité et au bien. Eh bien, il est évident que l'axe du mal détexte l'axe du bien. La France, c'est, on peut dire, la tête de proue de toutes les valeurs.
la France est le réceptacle de toutes les valeurs, les vraies valeurs, et c'est pour qui se sont exprimées dans l'art. Je vous rappelle que l'art, c'est la représentation de vérité, d'idées qui diffusent dans la sensibilité. C'est-à-dire que la France, c'est vraiment ce tabernacle des vraies valeurs, du beau, du vrai et du bien, qui, c'est le véritable rayonnement. Les Anglais parlent de soft power, mais c'est un mot, il y a power. En fait, la France a dominé le monde par la beauté, par l'intelligence, qui est l'ennemi du pouvoir actuel, du pouvoir libéral, dont vous parlez prétendument libéral. Bon. Et donc, ce que veut le contrefacteur, c'est détruire. C'est pour ça qu'ils veulent détruire la France, détruire, et ils ont très peur du réveil de la France. Quand la France se réveillera, le monde enfin respirera, si je peux dire. Et donc, ils font tout. Dès qu'il y a, ils font tout pour empêcher, c'est le problème des élections de 2022, le peuple de se retrouver dans de véritables élites, dans de véritables chefs. Bon. Et c'est pour ça que la police en France est bien plus violente que dans tous les autres pays, en utilisant des armes, on l'a vu contre les Gilets jaunes, qui sont interdits partout en Europe, c'est qu'ils sont impitoyables. C'est un pouvoir cannibale. Et donc, pour l'avenir du monde, c'est pour ça que je dis que l'avenir du monde dépend de la France, parce que la France représente évidemment le modèle inverse du modèle cannibale. C'est le modèle créateur. Et c'est pour ça que si une élite, parce que je l'évalue à 2%, il faut qu'une élite reprenne la tête, parce que quand on parle des gens, des Français, etc., ça ne veut rien dire. Vous avez toujours affaire à une hétérogénéité. Tout le monde, c'est une pyramide. Dans tous les domaines, il y a une pyramide. Il y a la pyramide des boulangers dont vous parliez, mais il y a la pyramide du pouvoir, la pyramide des guerriers, si vous voulez. Il faut que ce soit des guerriers non plus au sens militaire commun, mais le plus difficile, ce sont les guerriers moraux qui acceptent d'affronter les monismes en particulier et qui acceptent d'avoir un nouveau langage fort, plus fort que celui qui nous opprime. Voilà, donc ils ont extrêmement peur. Le pouvoir, que j'appellerais mondialiste pour satisfaire un vocabulaire ambiant, a une peur panique de la France. Macron est terrorisé parce qu'eux savent qu'ils sont des criminels. Macron sait qu'il est un criminel. Et celui qui a le plus peur, c'est le tyran. Il y avait une image autrefois, c'est l'épée de Damoclès. Macron a une épée de Damoclès. Il sait que s'il est révélé comme le criminel qu'il est, eh bien, il est mort moralement, en tout cas, et donc ses maîtres ne seront pas très heureux. Donc, constamment, c'est pour ça que constamment, il réinvente un moyen de détruire notre cerveau, nous empêcher de réfléchir. Ici, il y a ça, il y a un masque, il y a un contrôle, il y a ci, il y a ça. Il faut qu'il nous occupe l'esprit en permanence pour nous empêcher de nous réveiller et finalement retrouver notre liberté, notre prospérité, notre joie de vivre et le sens de la vie. Parce que ce que fait ce pouvoir, c'est plus que nos biens matériels, il nous enlève notre raison d'être, notre dignité, notre fierté et notre humanité. On arrive doucement à la fin de cette interview. J'ai encore 2-3 questions à vous poser. Vous dites que nous sommes dans une crise intellectuelle à ressort spirituel. Est-ce que vous voyez l'incendie de Notre-Dame comme une attaque symbolique contre l'édifice, l'héritage féodal du Verbe? Écoutez, bon, si on reste sur le plan uniquement factuel, bon, sans rentrer dans d'autres considérations, stricto sensu, Notre-Dame, effectivement, qui est la maison du Verbe, comme je vous rappelle que la Sorbonne, où le président Macron est allé faire ses singeries en prétendant que, avec le culte du sacrilège, si bien en disant le droit sacrilège, il a pris cette faculté de théologie qui était la grande faculté théologique européenne, mais personne n'a remarqué parce qu'effectivement, comme je le dis, les têtes coupées ne voient plus rien. C'était vraiment une singerie criminelle puisque à la suite de cette liturgie inverse, vous avez eu les assassinats que vous savez. Et donc, Notre-Dame, effectivement, qui est le haut lieu, qui a été repris évidemment avec le général de Gaulle, c'est le haut lieu des grandes fêtes, des tédéums, même républicains, si je peux dire. Effectivement, c'est la maison du Verbe, par définition. D'ailleurs, toutes les églises sont des maisons du Verbe, je vous rappelle, évidemment, des lieux du Verbe. Et on peut y voir, quelle que soit la cause qu'on y attribue, effectivement, un symbole
on pourrait dire, d'aboutissement de la querelle du verbe et du chiffre, et effectivement, avec cet incendie, effectivement, de la maison du verbe. C'est stricto sensu, je veux dire, indépendamment, je ne veux pas rentrer dans les questions de cause, mais ce qui est tout à fait pathétique tout de même, c'est la bêtise du président, en tout cas de la République, qui dit on va reconstruire en 5 ans, en 5 années. C'est toutes les singeries de vouloir sur la flèche. C'est-à-dire que là encore, c'est une illustration de la bêtise totale, mais le côté positif, c'est l'émotion qu'a provoqué, je vois chez même des personnes qui n'ont aucun sentiment religieux, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en nous, comme nous sommes un langage, nous portons chacun un langage qui remonte au grec. C'est-à-dire que, sans faire du freudisme de mauvais aloi, si je peux dire, nous sommes le fruit de ce langage et inconsciemment, ce langage porte des émotions, des idées, une intelligence qui tout à coup se réactive lorsque tout à coup le fait, donc je parle de l'incendie de Notre-Dame, rencontre en nous le langage et fait jaillir une lumière, une étincelle qui nous montre que nous sommes reliés à tout un ensemble de mystères et de réalités qui nous dépassent, heureusement, et qui se manifestent au bon moment. Et pour le salut revient, c'est-à-dire que nous devons nous réconcilier, c'est ce qu'avait promis évidemment faussement le président, avec notre passé, notre héritage, nos ancêtres, parce que nous sommes le prolongement d'une lignée, et c'est ce que veut évidemment détruire actuellement évidemment le pouvoir avec un grand P, c'est qu'il sait notamment que la famille, c'est le premier contre-pouvoir, pour employer le terme, c'est la première cellule politique, et il faut effectivement brouiller toutes les pistes pour qu'il n'ait plus en face de lui qu'une poussière d'individus réduits à une abstraction, un nombre, et qu'il ne soit plus rien. C'est-à-dire que le but du pouvoir, vous l'avez dit, c'est la destruction de tout ce qui lui est opposé, et ce qui est opposé au pouvoir, c'est l'être. Et donc, il faut détruire tout être, toute personne, et c'est l'enjeu, notamment des présidentielles, parce qu'il y a une possibilité actuellement, puisque nous avons un pouvoir criminel qui a prouvé qu'il est le contraire du bien commun, eh bien, dans la stratégie militaire, c'est celui qui a vaincu le mal qui doit se reprendre sa place, et ce sont ceux qui vont nous sortir, qui doivent nous sortir de ce crime, parce que c'est un crime, il ne faut pas l'oublier, c'est pas uniquement, qui doivent prendre le pouvoir en 2022. Alors, C'est le nouveau langage. on aura l'occasion de faire une interview sur le président ventriloque et parler de 2022 en particulier. Donc, les solutions, vous les avez évoquées. Donc, réarmer l'intelligence, redonner le sens aux mots, replacer l'homme au centre en rétablissant la formation classique. Et aussi par rapport au principe de subsidiarité qu'on avait pendant l'Ancien Régime, où justement la France était un empire avec une large autonomie au niveau local qui a disparu avec la Révolution en imposant un quadrillage avec les départements. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a évidemment une réformation très importante à faire sur le système de gouvernance en France pour s'assurer que, à nouveau, les Français puissent bénéficier d'un système de subsidiarité comme on a en Suisse? Alors, j'aime pas trop le mot subsidiarité, puisque vous êtes en Suisse, et que, il faut d'abord, je dirais, pour nos amis suisses, il faut jamais oublier que les Suisses faisaient partie de l'Empire français. Ce n'est pas par hasard que le roi de France se déplaçait avec les gardes françaises et les gardes suisses, et je saluerai les Suisses qui ont été les derniers à défendre les Tuileries, si vous voulez, et qui, évidemment, on ne leur rend pas assez hommage, ils ont d'ailleurs été trahis par Louis XVI, mais l'idée, c'est que le modèle suisse ne s'applique pas au modèle français, mais le roi de France était protecteur de la Suisse, je vous rappelle, de même que les Suisses étaient protecteurs du roi de France. Bon. Et la réalité ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent faire des constitutions. Je vous rappelle que la constitution qui a duré le plus longtemps en France, c'est la constitution française. C'est-à-dire que votre constitution, c'est votre organisme. Ça ne s'invente pas. La France, c'est faite, c'est un fruit de l'histoire. Un fruit de l'histoire, un fruit de peuple. Parler du peuple français, c'est un non-sens ou c'est un abus de langage. Il y avait des peuples en France. Il y avait les fameuses tribus gauloises, il y avait les Pictons. Le Poitou, c'est le pays des Pictons. Le roi de France n'était que... C'était un empire. Jusqu'à la Révolution, on parle d'empire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des peuples. Ces peuples avaient des traditions, ces peuples avaient des lois qui s'appelaient les coutumes, ils avaient des manières de s'administrer. C'est pour ça qu'on dit que finalement la royauté est si complexe, c'est parce qu'elle respectait les libertés. Ça s'appelait d'ailleurs les privilèges. Privilège, c'est le droit privé. Et donc, quel est l'enjeu actuellement ? C'est qu'il faut se retrouver soi-même.
C'est-à-dire que les départements dont vous avez parlé ont été le hachoir qui a permis de détruire tous les corps politiques, tous les corps historiques, tous les corps sociaux. Donc il faut se retrouver soi-même. J'allais dire, la France n'est pas réinventée, elle existe. Et toute la difficulté, c'est qu'après ce massacre, ce génocide des cultures, des peuples français, eh bien, il faut, c'est ce qu'a fait Israël à sa manière, je ne veux pas prendre de comparaison audacieuse, mais il faut se retrouver soi-même et il faut comprendre que le modèle hachoir dans lequel a été mis la France, c'est la négation de ce que nous sommes et il n'y a plus d'intelligibilité. Même le mot identité n'est plus compris. Il n'y a pas, on pourra en reparler, mais qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qu'être? Et la gouvernance dont vous avez parlé, elle est à réinventer parce que nous sommes maintenant, et j'allais dire comme le message simple, nous sommes actuellement dans la Ve République, qui est une république que De Gaulle a voulu proche du système royal autant qu'il était possible, parce qu'il a bien vu que la prétendue République et le Parlement, c'était les lobbies, mais effectivement, évidemment, les lobbies ont compris avec Macron que c'était simple, il fallait prendre le pouvoir monarchique, si je peux dire, et nous le voyons actuellement. Donc, le gros problème maintenant, ce n'est pas un problème de gouvernance au sens théorique, maintenant, c'est un problème d'hommes. Il faut que les gens honnêtes, ceux qui sont honnêtes, les véritables élites, reprennent le pouvoir, et il faut que les élites remplacent les élus. Parce que par définition, c'est un trucage arithmétique. Nous avons vu que le système électoral est un système truqué, mensonger, qui mène les pires en haut. Et c'est ce que j'appelle la loi Archimède de la politique. Pour monter, il faut s'alléger, et plus on est léger, plus on monte haut. Donc le défi actuellement, c'est que les élites reprennent conscience d'elles-mêmes et prennent le pouvoir. Et donc actuellement, il y a un mouvement de reconquête qui est en cours, qui est très difficile, parce que, comme vous l'avez bien dit, toutes les idées sont perverties, tout est à l'envers, le système politique de division ne marche pas, le système est truqué, et donc tout est à réinventer dans le système d'ascension des dirigeants. C'est plus un problème d'hommes, il y a le problème d'idées dont vous avez dit, mais la Ve République, on peut la faire marcher en bien, puisque vous avez un pouvoir monarchique, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu, parce que le véritable pouvoir, évidemment, il n'est pas monarchique, la royauté n'était pas vraiment monarchique, il y avait le pouvoir religieux, il y avait effectivement le tiers-État, les 2% dont vous avez parlé, et le peuple était ignoré, mais on peut dire que la prétendue démocratie a tué tout ce qui faisait la France. La royauté, qui était l'identité commune, elle a détruit la noblesse, elle a détruit le clergé, et elle a détruit la paysannerie. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Vous voyez, je préfère ne pas le dire. Donc, le défi actuellement, c'est un défi de gouvernance, vous l'avez bien dit. Il faut reprendre le pouvoir et il faut remettre tous ceux qui sont les personnes honnêtes, si j'allais dire, les personnes qui sont au service du bien commun au pouvoir. C'est le grand défi. Sinon, nous avons une police qui sait fonctionner, nous avons des fonctionnaires qui savent fonctionner, nous avons des soignants, le système sanitaire a été détruit, mais nous avons tous les éléments pour rebâtir la France. La seule chose, c'est ce que je dis dans mon livre, Macron le président, c'est qu'il faut redonner une tête française à la France, et non plus anglo-saxonne. Alors, dernière question à vous poser par rapport à la Constitution américaine. En 1983, un exemplaire authentique de la Constitution des États-Unis est retrouvé par des chercheurs dans une bibliothèque du Maine et cette Constitution imprimée en 1823. Or, il découvre avec stupéfaction qu'elle contient un 13e amendement qui n'apparaît plus dans la Constitution actuelle, à savoir l'interdiction faite aux avocats de siéger au gouvernement. Étant donné le rôle majeur des légistes et du langage du procès dans la manipulation du langage et leur hold-up sociétal, est-ce qu'un nouveau système de gouvernance en France devrait exclure les avocats de toute responsabilité gouvernementale? Oui, c'est une très bonne approche, puisque je vous rappelle que dans la véritable démocratie, il ne faut pas c'est ce que disait Étienne Chouard, si je peux dire, en parlant du hasard, mais dans le hasard, enfin du sort, on peut tirer un procès de ça, c'est que l'authentique démocratie, c'est pas d'avocat, pas d'élu. Et là, ce que vous venez de me dire va dans le sens, c'est qu'effectivement, c'est un très bon point de départ. Voilà. Merci d'avoir rappelé cette chose, et vous pouvez m'envoyer la copie d'ailleurs que je n'ai pas. Oui, je vais le mettre en dessous de la vidéo. Il y aura un Oui, donc ça exemplaire. montre. Ce que je vous dis, si vous voulez, ça vient de loin, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que c'est dans le langage, qui est un piège du langage. On ne se méfie pas, parce que chacun croit qu'il parle, mais derrière l'expression du langage, il y a
les clés du pouvoir, les clés de l'intelligence, les clés de la vérité. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont neutralisé l'Académie française, je le dis en passant, c'est la désolation de la désolation. Donc, pour détruire un peuple, il faut détruire sa langue, et c'est ce à quoi ils s'attachent. Et à l'école, ils ont détruit la grammaire par tous les moyens que je vous ai indiqués, et il faut recréer la véritable école, redonner l'intelligence, et c'est le salut. Et je vous remercie de ce que vous avez dit, qui est une excellente conclusion. Alors, Arnaud Aron Upinski, c'était un plaisir de vous avoir en interview sur France Liberté. Je rappelle aux auditeurs que vous avez écrit un livre tout à fait exceptionnel qui s'appelle La tête coupée. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus sur la stratégie du pouvoir depuis 25 ans. C'est vraiment un livre, c'est un chef-d'œuvre. Il fait 500 pages. Vous pouvez vous le procurer sur Buy on Demand, bot.fr. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo et je recommande à tous les auditeurs de se procurer ce livre parce qu'il est vraiment d'une très grande richesse historique et il explique beaucoup de choses. C'est une mine d'or, une mine d'informations. Donc, je remercie Arnaud Upinski pour cette interview. C'était un grand plaisir de vous avoir. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, évidemment, je pense qu'il faudra aux auditeurs réécouter certaines notions parce que vous avez beaucoup de... Vous tournez très vite dans le raisonnement puisque vous êtes aussi mathématicien, donc vous avez certaines logiques, mais c'est ce qui permet vraiment de donner une très grande cohérence à votre démonstration. Je demande aux auditeurs, avant de poursuivre et de terminer, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram pour être informé des prochaines interviews et d'autres informations. Il me reste quand même aussi à vous remercier parce que vous avez la qualité essentielle, c'est l'enthousiasme. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous avoir et on essaiera de se revoir très prochainement pour votre livre Macron, le président ventriloque et on passera du temps pour exposer et mettre en évidence le crime qu'on a discuté tout à l'heure. L'intention criminelle. Voilà, l'intention criminelle. Puisque Il y a une chose qui est intéressante, parce que sur des sujets très lourds, très chargés, et quand on se met dans la logique de l'enquête criminelle, et on est dans une logique un peu ludique, si je peux dire, dramatique, mais ludique. Et à ce moment-là, ça dépassionne et ça permet mieux d'accéder à la vérité que de voir trop l'horreur. C'est comme le chirurgien qui opère. Il ne faut pas trop qu'il pense à la personne, mais il faut qu'il pense à la chirurgie et à soigner le malade. Et le but de ce livre, évidemment, c'est d'être utile. C'est un livre de combat. Et je vous invite, évidemment, voilà. Et je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je précise juste encore un autre livre que vous avez écrit qui s'appelle Le syndrome de l'ortolan, appel au président de la République pour qu'il révèle la guerre que nous font les États-Unis et sorte ainsi la France du piège européen. Donc c'est encore un autre livre que vous avez écrit qui est très intéressant. Merci beaucoup Arnaud Upinski. Sur l'aveuglement, je vous remercie. Il faut sortir de l'aveuglement. C'est le thème du livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.